En tant que codirectrice de l'ONG Culture et Développement et experte de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, j'ai la chance et la responsabilité d'introduire et modérer ce panel. Pardonnez-moi si, pour gagner du temps, je m'appuierai sur la lecture de quelques points d'introduction clés que nous souhaitions partager avec vous avant de lancer les débats. Et petit rappel, nous sommes enregistrés. Laissez-nous tout d'abord commencer par d'autres remerciements. Des remerciements qui sont adressés à la ville de Rome, à son conseil municipal et à son maire adjoint, Luca Bergamo, en charge du développement culturel de la ville, de la crescita culturale. J'aime beaucoup cette notion de croissance culturelle, on ne termine jamais de grandir. Ainsi que des remerciements à Cités gouvernements locaux unis et à sa commission culture, qui, en particulier depuis 2004, avec le lancement de l'agenda 21 pour la culture, se bat et fédère acteurs publics et privés, notamment de la société civile, pour la reconnaissance de la culture comme quatrième pilier du développement durable. Nous remercions aussi tous les partenaires de la ville et des CGLU qui ont permis cette conférence hybride pour qu'elle puisse se réaliser. Je tiens ensuite à saluer la participation des panélistes de cette session, tous engagés comme moi et l'organisation que je co-dirige en France, et nous qui assistons et participons à ces débats, à cette bataille pour la culture, si on veut l'appeler ainsi. Mais je préfère dire à cette mission ou maison commune, en lien avec l'intérêt général qu'elle sous-tend. Permettre l'épanouissement et le développement humain, culturel et social de tout un chacun et chacune pour mieux contribuer à nos vies en communauté et à la construction de sociétés inclusives, durables et pacifiques, luttant contre la pauvreté, y compris contre l'appauvrissement de l'esprit et de l'esprit critique. Car les stéréotypes, la mauvaise information ou sa manipulation, une irresponsabilité des médias, faisant partie de la culture, et en particulier des industries culturelles et créatives au cœur de cette charte, peuvent nuire à cette mission maison commune. Pour débattre autour de ces défis, et en particulier autour des dimensions créées et protégées promues par la Charte de Rome, nous avons autour de la table et en ligne les collègues de la mairie de Ouagadougou. Monsieur le maire de Ouagadougou, Armand Beindé, devait être lui-même présent, mais il s'excuse. Il a été convoqué dernière minute par le Premier ministre. Donc, on comprend qu'une priorité devait être fixée. Donc, Adama Zerbo et Toussaint Zongo, respectivement responsables des relations internationales et chefs de service culture de la mairie, seront présents avec nous en nom et en place de monsieur le maire. Carlo Testini, direttore dell'ARCI, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, Janvier Nogloi, directeur du Centre international de rencontres John Smith à Ouida, au Bénin, et Marc Villarubias, expert en culture et transition, ancien directeur de la coopération culturelle de la ville de Lyon, à l'origine d'un outil de coopération culturelle sur le territoire de la métropole, qui a récemment reçu le prix Ville de Mexico CGLU Commission Culture. Comme Rome n'a pas été bâtie en un jour, la bataille mission pour la reconnaissance de la juste place de la culture dans le développement d'un territoire, que ceci soit local, national, régional ou encore dans les relations internationales, n'est jamais complètement acquise. Il nous reste du chemin à parcourir et à compléter. Toutefois, nous pouvons constater des avancées positives dans cette reconnaissance par les autorités publiques. Et je dirais en premier lieu, et de manière courageuse, par les collectivités territoriales du monde entier et leurs différents réseaux de coopération, dont CGLU. Les bonnes pratiques collectées sur les 5 continents par la Commission Culture de CGLU en sont une preuve, ainsi que d'autres projets structurants portés par les acteurs de terrain, par la coopération entre collectivités, tel que c'est le cas pour le projet de OUIDA, développé en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones. Comme il est prévu dans l'organisation de la rencontre, je prends quelques minutes pour poser le cadre général des enjeux et des objectifs d'échange liés à notre session, en lien avec la nouvelle charte de Rome, et que nous avons pris le temps de discuter avec les panélistes. Comme cela a été rappelé tout au long de la journée, la charte rappelle que le droit de participer pleinement et librement à la vie culturelle est vital pour nos villes et nos communautés. Elle souligne 5 capacités clés qui définissent la vie et le développement culturel des gens. Être capable de découvrir, jouir, créer, partager et protéger la culture. Si les villes et les collectivités locales ont en général des obligations de développement culturel,
même s'il est important de rappeler et de considérer que ceci n'est pas toujours le cas en fonction des pays et des régions du monde. La charte appelle à une prise de responsabilité plus globale et engagée, morale, je dirais, des villes dans cet engagement. Et c'est par des actes volontaires et réels, au-delà des obligations légales, qui les lient. Proche des habitants et des habitantes, des créateurs et des créatrices, responsables de l'aménagement du territoire et des différentes politiques et services de base, il est important de rappeler que, comme les gouvernements, les collectivités ou les autorités locales peuvent assumer cette responsabilité et cet engagement en dehors de l'existence formelle d'une mission ou d'une direction du développement de la culture. Car la culture est un enjeu transversal et permet d'atteindre également d'autres objectifs de politique publique et d'action sur les territoires, économiques, sociales, éducatives, participatives, écologiques. Pour ce qui concerne notre panel, la charte met l'accent sur le développement des capacités pour chaque individu de création et de protection des valeurs et expressions culturelles d'un territoire, dans leur diversité, rejoignant ainsi l'approche proposée par la charte de Fribourg sur les droits culturels. Cela nous amène déjà à élargir l'approche de soutien à la création culturelle, incluant mais dépassant le monde professionnel de la production et de la diffusion artistique et culturelle, pour favoriser l'expression de la créativité par chaque habitant et habitante, par des activités, produits et services, de la petite enfance jusqu'à la fin de nos vies adultes. Et pourquoi pas au-delà, si on pense au legs que certaines créations représentent pour une communauté tout entière, au-delà de la vie de leurs auteurs. C'est un champ très vaste d'action et un engagement important qui requiert des moyens, des compétences, des espaces, y compris publics, une formation formelle ou informelle, tout au long de la vie. Souvent, cette étape de mise en pratique de ces principes est celle qui bloque, car les moyens, hypothétiquement, ne sont pas là. En réalité, par la coopération des acteurs, par 20 ans d'expérience professionnelle que j'ai moi-même pu tester, dans désormais plus de 8 ans dans la coopération internationale pour le développement, par la mise en cohérence des interventions, la mutualisation, ces objectifs ambitieux sont tout à fait possibles et réalisables à tout niveau, quel que ce soit le contexte du territoire à partir duquel on réfléchit pour son développement. Comment rendre cela possible ou comment cela est possible par les cas qui seront présentés autour de la table grâce à nos panélistes? Comme le souligne la Convention de 2005 de l'UNESCO, il s'agit parallèlement de favoriser la protection et l'émergence d'une diversité d'expressions culturelles sur ce même territoire, tous niveaux confondus. Ceci implique de veiller de manière inclusive à la possibilité pour les différentes pratiques et origines culturelles d'avoir leurs espaces d'épanouissement et de rencontre. Quels sont les principaux défis, mais également les potentialités pour une bonne mise en œuvre de la nouvelle charte de Rome dans un monde globalisé, où des villes-mondes se développent de plus en plus et où, par le numérique, le monde est à chaque instant désormais chez nous, reliant global et local, parfois de manière à favoriser l'innovation, mais parfois générant aussi de nouvelles inégalités autour desquelles nous devons nous interroger, d'accès notamment, dont d'accès à l'outil numérique lui-même et à ses contenus, générant potentiellement de nouvelles tensions et conflits, ainsi que, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles inégalités, plus ou moins visibles. Comment protéger la création de ces expressions en lien avec d'autres libertés, comme la liberté d'expression et de mouvement, tout en tenant compte que la culture n'est pas une solution, et je suis ravie que le panel d'avant ait souligné la même problématique, elle est tout simplement, et elle se développe par les interactions qu'elle rencontre ou provoque. Là où les cultures, y mettre un S me semble important, est et sont les cultures un outil ou une ressource dont nous disposons, que nous souhaitons et pouvons développer. Mais tout dépendra de l'usage que nous pourrons en faire. L'histoire nous apprend malheureusement que l'homme, avec le grand H, a tristement pu utiliser la culture, ces cultures, pour séparer les peuples au lieu de les unir. Comment respecter et valoriser la richesse intrinsèque à la notion de diversité culturelle tout en travaillant à bâtir un monde en commun tel que le nouvel agenda pour le développement durable nous y invite, faisant écho aux défis communs que notre humanité doit relever où qu'elle se trouve? Comment assurer que la création d'aujourd'hui, qui, comme je le rappelle souvent, sera le patrimoine de demain, permette à tous les membres d'une communauté de se reconnaître et se retrouver demain dans ces patrimoines à venir? En suivant par exemple les recommandations de la Convention de Faro du Conseil de l'Europe, qu'après de longues années de travaux vient d'être ratifiée en Italie?
Comment enfin mettre en synergie tous ces textes, résolutions locales, nationales, européennes, internationales dans la nouvelle charte de Rome et leurs outils de mise en œuvre, comme la coopération décentralisée, par exemple, dont il sera le cas lors des débats, pour innover, mettre en cohérence l'action des différentes parties prenantes du développement culturel par des véritables processus multi-acteurs et participatifs. Ces processus ont prouvé être essentiels pour une bonne gouvernance de la culture, mais désormais de tout processus d'organisation d'un territoire selon les dispositions de l'objectif de développement durable 17 de l'agenda du développement durable. Voici quelques premières questions pour nos intervenants que je remercie par avance pour le partage de leurs idées et que nous pourrons continuer à développer dans la partie questions-réponses après la première série de vos interventions. Anciennement, Monsieur le maire de Ouagadougou, maintenant, chers collègues de la mairie de Ouagadougou, en tant que partenaire et ami de Ouagadougou, désormais ville d'adoption et de cœur, j'ai l'honneur de vous passer la parole en premier. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Adama, on t'entend. D'accord. Je voudrais d'abord excuser Monsieur le maire qui, au dernier moment, a dû quitter la session parce qu'il ne pouvait plus participer pour des questions d'agenda très serrées. De ce point de vue, moi, je suis Adama Zerbo, je suis le chef de service des relations internationales de la ville de Ouagadougou et je suis en assistance avec mon collègue Toussaint Zongo, qui s'occupe de la culture au niveau de la mairie de Ouagadougou. Quoi dire pour commencer, sinon que c'est une immense très joie pour nous de participer à ce panel sur la charte de Rome, sur le droit à la participation culturelle des citoyens dans leur communauté. À l'entente de mon propos, c'est remercier vivement la commission culture de CGLU et la municipalité de Rome qui ont porté l'initiative de cette charte et travaillé à son élaboration. C'est aussi un plaisir que Ouagadougou soit associé à ce panel-là. Et Est-ce qu'il y a un souci de connexion? Il semble qu'il a été coupé. Oui, peut-être c'est un problème de connexion comme il arrive souvent. Non. Toussaint, est-ce que tu es là par hasard? Il est là. Ok. est-ce qu'on s'entend? Oui, là on s'entend, Adama. Bon, c'est la technologie qui fait des siennes. Oui, comme je venais de le dire. Voilà. Bon, pour Ouagadougou, qui est de taille moyenne par rapport aux collectivités, aux autres mégapoles, nous saluons vraiment le mérite de la charte qui présente le récit le plus complet sur les droits culturels, en particulier concernant le droit du citoyen à la participation à la vie culturelle, notamment sa capacité à découvrir, jouir et partager, protéger sa culture. La charte de Rome considère également l'impact de l'épidémie du Covid sur la vie culturelle des villes et des gouvernements locaux et offre des cadres alternatifs visant à orienter les futures politiques culturelles. Nous partons d'un constat très simple. Avec l'urbanisation, les villes sont devenues des centres de convergence de différents groupes sociaux qui sont venus d'horizons divers. Ces différentes populations, qui sont dotées individuellement de certaines valeurs culturelles, vivent l'une à côté de l'autre. C'est dire que l'identité culturelle implique les libertés inhérentes à la dignité de la personne et intègre dans son processus permanent le particulier et l'universel, l'un et le multiple, la personne et les communautés, la mémoire et le projet. C'est ainsi que demeurent essentiels dans les centres urbains les enjeux du respect de la diversité, dont le non-respect est un facteur d'appauvrissement culturel et même source de tensions sociales et politiques des fois. Pour la ville de Ouagadougou, nous partons d'une histoire riche de plusieurs siècles de brassage de population. Ouagadougou est une ville cosmopolite, ouverte, hospitalière. La particularité, c'est qu'au Burkina, nous avons une soixantaine d'ethnies, dont Ouagadougou est le point de convergence ethnique, mais aussi Ouagadougou est de ce point de vue doté d'un potentiel culturel énorme qui a sauvegardé un pouvoir.
C'est ainsi que mettre en place un environnement favorable pour la création et la protection de ce riche potentiel culturel revêt un enjeu particulier dans le contexte du terrorisme très particulier à notre pays, avec les personnes déplacées internes, l'immigration, les réfugiés, toutes choses qui en rajoutent à la diversité des expressions culturelles. Sous une autre dimension, la culture et la créativité sont des secteurs à fort potentiel économique, d'où la nécessité de mettre en place des cadres adéquats de création, d'expression et de protection. Ainsi, au Burkina et particulièrement à Ouagadougou, il y a des initiatives qui sont mises en œuvre, soit d'ordre national, comme le CIAO, le Salon international de l'artisanat, le FESPACO, la Semaine nationale de la culture, mais aussi d'autres privés et associatifs, comme le Festival international de danse, le Festival international de théâtre, et les récréatales Jazz à Ouaga, le Wissidouar également. Sur le plan purement local, l'axe 12 du programme de mandat du conseil municipal, intitulé Ouaga 2021, Vivre ensemble, libre ensemble, porte sur l'art et la culture avec pour objectif stratégique la promotion du développement culturel et artistique de la ville de Ouagadougou. À cet effet, plusieurs actions sont prévues, dont le renforcement des infrastructures et équipements culturels, le soutien aux festivals urbains, la promotion et le développement du tourisme urbain. C'est là tout le sens de notre adhésion à des instruments internationaux tels que la Charte internationale 2020 de Rome, l'Agenda 21 de la culture et l'Agenda 2030 des Nations Unies sur l'objectif de développement durable. Il s'agit pour nous d'affirmer le rôle de la ville dans la création d'espaces et d'expressions culturelles de tout genre et de prendre ses responsabilités dans ce sens. Il s'agit aussi de faire de la culture un axe de coopération internationale de développement du territoire, en partant de la dimension humaine de la culture, facteur de cohésion sociale, mais aussi porteur de germes conflictuels. C'est dans cette démarche que nous avons mis en œuvre plusieurs actions, comme le renforcement du dialogue de la concertation avec les acteurs culturels, la réhabilitation des infrastructures culturelles, la construction de nouvelles infrastructures de type Remdogo 2 et le complexe culturel majeur de Signorin, la promotion des initiatives culturelles, le soutien au secteur de la culture par la mise en place d'un fonds comme le Fonds de développement culturel et touristique et le fonds d'appui au secteur culturel et touristique dans cette période de COVID-19, l'organisation et la structuration de la créativité. Tout ce dynamisme culturel a fait, par exemple, du Remdogo, que le Remdogo soit reconnu par le jury de la première édition du prix international CGL Ville de Mexico en 2014 comme un exemple de rayonnement, une pratique exemplaire de la mise en œuvre de l'agenda 21 de la culture. Ouagadougou est ouverte à des échanges d'expériences dans ce sens pour faire de la culture une coopération internationale afin d'adopter des bonnes pratiques pour la meilleure expression et la protection des œuvres culturelles sur son territoire. Voici d'entrée de jeu ce que je pouvais dire pour le compte de la ville de Ouagadougou, tout en restant disponible pour la suite des débats avec les questions et les réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adama. Donc, Adama Zerbo, responsable des relations internationales de la mairie de Ouagadougou. Je voudrais donc passer la parole à Carlo Testini, directeur de l'Arci, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana. Nous avions prévu une petite présentation pour chaque intervenant, mais compte tenu du retard pris, je vous propose qu'ensuite on voit comment vous pourrez avoir une présentation des intervenants disponible sur le site de l'événement. Donc, Carlo, si tu veux bien prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, j'espère. Alors, bonjour, moi je suis Carlo Testini, je travaille pour Arci, qui est une association récréative et culturelle italienne qui est née en 1957 et a une longue histoire de connexion internationale et d'un réseau d'associations Maison du Peuple, mutuelles italiennes. Et là, je ne vais pas je veux pas dire plus sur Arci. Je voudrais, comme ça, vous dire quelque chose à propos de la Charte de Rome, qui, à mon avis, c'est un outil qui peut accompagner les villes pour réfléchir rapidement, et ça c'est important dans cette période, sur la manière de développer et de protéger les processus créatifs
dans le but de rendre ses habitants plus heureux et leur quartier plus accueillant. Je pense qu'elle considère la culture comme plateforme d'émancipation et de croissance culturelle. C'est un activateur d'une meilleure démocratie, un facilitateur de rencontres entre les différences, et elle soutient la participation culturelle active, qui est activation civique. Là, je pense qu'il y a un premier élément important qui est lié à la participation coopérative, hein, pas seulement une coopération individuelle à la vie culturelle. Pour ça, je pense que la charte pourrait être discutée dans la plupart dans le plus grand nombre de villes, même en Italie, parce que je pense que ce sera un outil très puissant de dialogue et de construction d'alliances entre les différents acteurs du milieu culturel, à commencer par les administrations publiques. On est tous d'accord quand on affirme que la création n'est pas seulement activateur de nouveaux processus de production et de nouveaux produits créatifs, mais c'est des plateformes de rencontres, de partage, de coproduction, d'ateliers collaboratifs. Ce n'est qu'en supposant pleinement ces éléments que nous pourrons réellement activer des projets pour des communautés plus inclusives pour le bien-être de ses citoyens. Alors là, quelles sont les difficultés et les enjeux du contexte italien dans ce point de vue? À mon avis, le premier enjeu, c'est de protéger l'emploi pour une création libre. Il ne faut pas oublier que créer, c'est du travail, c'est un travail. Et c'est essentiel que les villes, en synergie avec les États, puissent protéger le travail dans les domaines créatifs et faciliter les opportunités d'emploi. La qualité du travail dans ce domaine donne la possibilité de créer librement, en apportant sa propre contribution à la construction de nouveaux imaginaires, de dialogue entre diversité et culture, et de déconstruire l'imaginaire stéréotypé de la fermeture identitaire. Et ça, c'est un autre problème que je pense que la charte pourra nous aider au moins à affronter dans la réalité. Dans notre pays, même là où le gouvernement n'a pas mis en place tout de suite des politiques pour soutenir les créatifs en cette période tragique, de nombreuses villes ont déployé des outils de soutien et ont joué un rôle important dans la sollicitation du gouvernement central. Il est de plus en plus important que les villes prennent en charge le bien-être des travailleurs du secteur créatif. Le deuxième enjeu, c'est la coplanification avec l'administration locale, qui est essentielle. Les instruments législatifs existent, mais il y a un grand problème de formation continue des employés publics. Ici, le rôle des villes est crucial, tant du point de vue stratégique, à la fois pour l'activation de la formation continue de ces fonctionnaires, que pour la mise en place de véritables outils de coplanification et pas seulement de concertation avec le monde de la créativité indépendante. C'est une question liée à la gouvernance pour la culture, qui est contenue à la fois dans la Charte de Rome et à la fois dans l'agenda 21 de la culture. Troisième enjeu, c'est de protéger la liberté d'expression. C'est nécessaire de libérer les énergies territoriales en soutenant toutes les formes d'auto-organisation culturelle et créative, et il faut donner les outils opérationnels pour soutenir les formes indépendantes de production créative, qui sont pour la plupart d'entre elles d'un processus collectif et coopératif. Ce que nous créons aujourd'hui sera le patrimoine culturel de demain, on se disait hier avec Valéria. Pour cela, il est nécessaire de protéger la planification créative, en particulier celle qui favorise la reconnaissance d'autres cultures et les fait interagir dans l'acte créatif. Là aussi, je pense que la Charte de Rome pourra nous aider beaucoup. Le quatrième enjeu, c'est lié à la protection de l'espace public en tant que lieu de rencontre, d'échange, de création partagée, mais de protéger aussi les espaces publics pour s'intégrer au réseau créatif de la ville. On parle de plus en plus de régénération urbaine et on s'est aperçu qu'il faut considérer soit la dimension urbaniste, soit la dimension sociale et culturelle pour obtenir un résultat durable et efficace.
le droit de partager l'espace public, à mon avis, c'est un droit aussi culturel reconnu par la Charte de l'homme. Cinquième et dernier enjeu, je pense qu'on peut créer pour se prendre soin d'un territoire, d'une communauté. C'est pourquoi il est intéressant d'étudier et de soutenir les formes de mutualisme qui conjuguent les pratiques créatives et l'activisme social dans les quartiers. La pandémie a donné un nouvel élan à ce type de planification territoriale et je pense que la Charte de Rome renforce cette possibilité parce qu'elle met au centre les droits culturels des gens. Voilà, ça c'est pour commencer à se poser des questions et à échanger des vues différentes, des Merci visions différentes. beaucoup, Carlos. C'était très intéressant et ça rebondissait bien sur ce qu'on a pu changer tous ensemble ces jours. Janvier, est-ce que Nogloï, donc directeur du Centre culturel international de rencontres Jean Smith à Ouida au Bénin, que tu sauras sans doute présenter mieux que moi, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Oui, je suis Janvier Nogloï, comme le dit bien, directeur du Centre culturel de rencontres internationales John Smith de Ouida. Et voilà, ça, c'est un projet qu'on a porté pendant des années avant que cela n'aboutisse et qui est soutenu par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. Ce projet est parti du fait que nous nous sommes posés ou nous nous posons des questions, c'est-à-dire comment intégrer l'artiste dans le changement du visage du territoire, comment attirer, réunir les habitants autour de projets culturels, comment sauvegarder et valoriser le patrimoine matériel et immatériel du territoire, comment intégrer et utiliser les technologies numériques pour créer et propager la culture. Voilà toutes ces questions que nous nous sommes posées et comment valoriser aussi l'histoire du territoire de Ouida, une ville historique qui fut un important port négrier auquel les traites et les esclavages ont laissé des traces et des mémoires très différentes. Près de 2 millions d'habitants près de 2 millions d'Africains ont été déportés depuis le port de Ouida et des traces profondes demeurent dans les regards de chacun. Alors, un lieu de rencontre pourrait contribuer à bien soigner des blessures. Donc voilà les raisons qui ont motivé la création de ce premier centre culturel de rencontre international de rencontre qui est membre du réseau des centres culturels de rencontre. Et nous avons choisi un portage mais vraiment innovant qui permet de fédérer autour du projet la société civile, l'État, les réseaux et partenaires internationaux dans une stratégie de coopération dont la finalité est de disposer d'un outil mais vraiment pérenne. Et donc, la mairie de Ouida est le maire de Ouida est le président du conseil d'administration qui est établi en 2019. Et cette association a pour objectif de travailler au projet culturel d'ensemble, de contribuer au développement culturel du territoire et d'assurer la gestion des établissements. Et je vais vous dire que le CCRI John Smith tire son nom du descendant d'esclaves. John Smith est l'arrière-petit-fils d'un esclave, qui est le dernier bateau négrier qui est parti du port de Ouida. Et puis après, lui, il est né à Alabama, et il est devenu maire de Pritchard. Et après des recherches, il s'est rendu compte qu'il est venu de Ouida. Et donc, il a visité Ouida, il a demandé à être inhumé à Ouida quand il sera plus de ce monde, ce qui a été fait. Et donc, John Smith est à l'intérieur du tribunal colonial, au centre du tribunal colonial de la ville de Ouida, qui abrite le centre culturel de rencontre. Et le projet culturel pluridisciplinaire Connexion, porté par le CCRI John Smith de Ouida, associe l'histoire, le patrimoine, la recherche et la création contemporaine, notamment dans le domaine de l'écriture, avec une programmation artistique comprenant ateliers, séminaires, résidences et restitutions, ainsi que des actions de valorisation patrimoniale et touristique. Ce développement territorial très fort est rejoint par une volonté de rayonnement à l'international et d'échange avec des partenariats déjà actifs dans le réseau de la francophonie et des centres culturels de rencontre.
Voilà. Et donc, comme je vous le disais, l'ancien tribunal qui abrite ces séries a été construit dans les années 1930 et qui aujourd'hui est complètement à l'abandon. Et donc, pour essayer de réhabiliter ce tribunal et mettre en valeur et faire connaître l'histoire de ce site, nous avons initié ce projet sur ce site, non seulement aussi pour faire connaître aux populations, aux habitants, l'histoire de cette ville. La plupart des habitants de la ville de Ouidah ne sont pas conscients, ne savent pas que ce tribunal a jugé 9 personnes, a condamné 9 personnes à mort. Et 7 ont été exécutées, 2 ont été retrouvés pendus dans leurs cellules. Et les populations n'en sont pas conscientes, ils ne le savent même pas. Il est important de revenir sur cette histoire-là pour de faire connaître la richesse de l'architecture de la ville de Ouidah, qui a une architecture vraiment, il y a l'architecture coloniale, il y a l'architecture brésilienne, il y a l'architecture traditionnelle. Il faudra pouvoir mettre en place des actions dans les établissements scolaires, ce que nous faisons déjà les formations à l'intention des professeurs des établissements scolaires pour qu'ils puissent transmettre toutes ces connaissances, toute cette histoire de leur ville aux élèves. Et puis, voilà. Et donc, c'est un peu ça ce que nous faisons depuis quelques années. Et puis, on met en place aussi des activités en lien avec les habitants. Une collecte d'informations est lancée sur le cadre de vie des habitants. La maison est replacée dans l'histoire du quartier avec l'origine des familles, les anecdotes. L'attention des participants est attirée sur l'intérêt touristique de certains quartiers ou concessions. Et puis l'ensemble de toutes ces informations seront les prochains mois mises en ligne. Et ceci pour encourager le maire à entretenir son patrimoine. Merci beaucoup, Janvier. C'est très intéressant et ça traduit parfaitement cette notion de partenariat multi-acteurs dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ensemble, on est plus fort et ensemble, on va plus loin. Ça prend parfois plus de temps, mais c'est beaucoup plus durable. Donc, tu pourras peut-être revenir sur le montage aussi de ce partenariat, la prise en compte des défis et des intérêts des uns et des autres qui se marient du coup autour de ce projet commun et comment chacun avance dans ses propres intérêts, mais également dans ce projet commun. Donc, last but not least, cher Marc, donc j'aimerais passer la parole à Marc Villarubias, comme je disais, expert en culture et transition et ancien directeur de la coopération culturelle de la ville de Lyon, à l'origine de cet outil qui était la charte de coopération de la ville de Lyon, qui a gagné un prix dans le cadre du prix Ville de Mexico CGLU que nous connaissons tous et que nous apprécions tous. Donc, Marc, je te laisse la parole. Merci. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je salue Patrice qui est en ligne parce qu'il a été aussi lauréat du même prix CGLU Mexico Agenda 21 en tant que personnalité pour tout son travail sur la question des droits culturels. Alors, beaucoup de choses à dire, hein. Déjà sur peut-être la charte de Rome, sans m'étendre par rapport à ça. C'est vrai qu'on a un outil qui est proposé pour les territoires, pour les collectivités, pour les villes, qui est complémentaire pour moi de ce que propose l'agenda 21 de la culture. On a d'un côté l'agenda 21 de la culture qui, pour moi, enfin c'est ma sensation, ma manière de ressentir les choses, qui est plutôt un outil qui dit sur le territoire que vous partagez, il y a un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques urbaines, sociales, environnementale, de gestion de l'égalité, de promotion de l'égalité, de la diversité, etc., etc. Et la culture et l'ensemble des acteurs de la culture vont être en capacité de trouver des réponses à un certain nombre de situations et va accélérer un petit peu la transformation durable du territoire. Mais à l'intérieur de ça, il y a aussi toutes les questions qui renvoient à la participation de chacun et chacune, à la question des droits culturels, puisque c'est le premier article de l'agenda 21. Sur la charte de Rome, on a effectivement une invitation à affirmer localement, et ça je pense que c'est important aussi, la question de l'application des droits culturels, la reconnaissance de la diversité sur le territoire, effectivement de dire on va partir de l'ensemble des pratiques des personnes présentes sur le territoire pour poser la question
la place de la culture de chacun et de chacune et de la manière dont on va petit à petit les aider à contribuer à la construction d'une politique culturelle, d'une planification culturelle, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà, pour faire court. Sur le débat aujourd'hui entre nous, qui était plutôt centré sur les questions création, protection, hein, peut-être quelques remarques ciblées sur les questions de la création. Alors, attention à ce que je vais dire. L'idée n'est pas de créer des hiérarchies, ou en tout cas des catégories qui seraient les unes au-dessus des autres. C'est pas du tout ce que je souhaite dire. Malgré tout, quand on parle de création, il y a pour moi un bloc, un espace qui est celui du créateur, hein, c'est-à-dire un ensemble de personnes, d'artistes, de créateurs qui, de par leur engagement, leur formation, leur profession, vont nous proposer un certain nombre d'œuvres, de productions culturelles et artistiques qui vont nous proposer des visions du monde différentes, enfin, vont construire un discours, et tout ça va rentrer dans l'économie aussi de la culture. Il y a cette catégorie. Peut-être une catégorie qui serait celle des pratiquants amateurs. C'est vrai que par exemple en France, on estime que 50% de la population est inscrite dans des pratiques culturelles dites en amateur. On va voir des gens qui ont une pratique régulière, confirmée, affirmée, dans de la danse, dans de la musique, dans de l'écriture, beaucoup. Voilà, on est sur de la pratique en amateur avec tout un écosystème aussi d'accompagnement de ces personnes sur leur pratique en amateur. Et puis il y a effectivement tout ce qui relève des pratiques culturelles de chacune des personnes, des communautés, qu'elles soient des communautés sociales, territoriales, ethniques, de genre, d'âge, et l'ensemble de ces groupes et de ces personnes produit aussi des éléments de culture qui vont être tout à fait différents, qui vont être du langage, des plats, une manière de s'habiller, des danses, des chants, enfin tout un tas de choses de ce type-là. Je rajouterai aussi une quatrième catégorie qui est tout ce qui relève des pratiques sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vais juste donner un exemple avec TikTok, par exemple, l'application que je pense tout le monde connaît aujourd'hui. On a là quelque chose qui est complètement déterritorialisé, qui touche massivement un certain nombre de personnes et qui est vraiment un lieu à l'aide d'outils très simples. On m'aide à faire des vidéos simplement, on m'aide à faire du montage très simplement, j'ai des filtres, j'ai des musiques, et à partir de cette base de données, je vais pouvoir produire, avoir une pratique culturelle où je vais donner des signaux sur qui je suis, mon identité, etc. etc. Vous avez peut-être suivi le débat qu'il y a eu, par exemple, sur... alors ça fonctionne sous forme de challenge, de défi. Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé avec le Crip Walk, la danse des gangs de Los Angeles qui font des Z avec leurs pieds, qui a été repris comme telle une traînée de poudre sur l'ensemble des continents et du monde, où chacun copiait jusqu'à un point où il y a eu un retour en disant attention à ce que vous faites. Si une vraie personne des gangs vous croise, ils vont vous tuer parce que vous n'avez pas le droit de reprendre des codes de ce type-là. Bon, voilà. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire sur les réseaux sociaux qui se passe. Je vais vous donner un autre exemple qui est très personnel. Mon fils sur TikTok a aujourd'hui 375 000 abonnés. 375 000 abonnés au bout de 3 mois d'utilisation de l'outil. Et voilà, donc c'est un outil qui est assez extraordinaire et qui permet à chacun de dire qui il est, ce qu'il fait, comment il le fait, et de le partager bien au-delà du territoire sur lequel on est. Et en tant que collectivité, on va dire, ou en tout cas espace public de réflexion, on est sur des choses qui sont complètement zappées, on va dire. Sur la question de la protection, puisque c'est aussi le deuxième thème. Alors, pour revenir sur le premier point, et Valéria, tu me dis quand je vais trop loin dans le temps, l'idée, je le disais bien, c'est pas de catégoriser, puisque en bout de course, chacun est une personne. On parle d'artistes, de gens qui sont sur des pratiques en amateur, de personnes qui développent ou qui transforment une pratique culturelle dans leur communauté. Chacune sont des personnes, et tout cela coexiste et cohabite. Sur la question du patrimoine et de la protection, tel que c'est énoncé dans la charte, c'est vrai qu'il y a deux choses peut-être qu'on peut entendre par ça. Il y a la question à la fois de la sauvegarde des outils, c'est-à-dire on a un certain nombre d'outils qui peuvent être des lieux
des réseaux, des professionnels, des soutiens publics, de l'État, de la collectivité, qui vont permettre de soutenir un secteur dans ses différentes dimensions. Et puis, il y a la question de la protection, de la sauvegarde de ce qui est produit. Et là, de la même manière, on va avoir des niveaux différents. C'est pour ça que ça peut être un petit peu... il faut peut-être redonner les choses. On a tendance à comprendre ce que c'est qu'un patrimoine matériel, des traces laissées dans notre histoire et qui sont au cœur de nos villes. Enfin, sur Rome, Rome est une ville dans laquelle il y a un patrimoine matériel qui s'impose à chacun, qu'on soit ancien ou nouvel arrivé. On a un patrimoine qui s'impose avec des mesures de conservation et de protection qui sont fortes. À Lyon, il y a aussi un ensemble d'urbanisme cohérent entre l'Antiquité et le 19e qui est classé. Mais ce classement et cette conservation posent la question de ce qui a été bâti après, et comment, qu'est-ce qu'on en fait, quelle valeur ça a, comment ça se partage, comment ça intègre d'autres espaces. La question du patrimoine immatériel, et là on va être sur un certain nombre de pratiques d'un groupe relativement ancienne et qui perdure et qui se transforme. À Lyon, par exemple, c'est la question de la gastronomie qui est classée comme patrimoine immatériel. Mais la gastronomie lyonnaise ou la gastronomie héritée, elle renvoie aussi à d'autres types de gastronomie, de codes portés par les communautés qui arrivent et qui vont venir interférer, nourrir, etc., les différentes choses. Et puis, il y a tout ce qui se construit maintenant par tout le monde et qui va faire patrimoine demain, ça a été dit tout à l'heure. Mais on est sur des territoires où effectivement l'ensemble des personnes qui arrivent, les flux de population, ceux qui occupent l'ensemble des territoires, produisent aussi des éléments qui seront notre patrimoine de demain. Et malgré tout, il y a des interactions, voire des conflits et des chocs entre l'ensemble de ces niveaux-là. Et puis, je rajouterai la quatrième couche, comme je l'ai fait tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des éléments qui aujourd'hui sont aspirés par les réseaux sociaux, par les datas, et on a là des éléments de chacun d'entre nous, ce que je suis, ce que je mets sur les réseaux sociaux, mes réactions, mes images, mes vidéos, mon identité, tout ça c'est aspiré, complètement aspiré, et c'est rangé dans des datas, et on n'a plus de regard dessus. Donc les questions qu'on se pose, elles sont aussi importantes, parce que tout ça c'est croisé, et pratiques culturelles des habitants et des habitantes, c'est aussi dans l'utilisation de ces datas et cette aspiration de données et d'identité qui sont celles là-dessus. Alors, une fois que ça s'est dit, en tant que collectivité, on va dire la difficulté, c'est, je pense, pour une collectivité, d'être en capacité d'observer, d'aller vers, de rencontrer, d'aller voir, d'aller chercher, dans les territoires les plus éloignés, dans les territoires les plus lointains, quelles sont les pratiques en cours, les pratiques portées par des minorités ou des groupes, comment tout ça est en train de se transformer, etc., etc. Et de la même manière pour le patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine? Il faut à chaque fois être en veille, en observation sur l'ensemble des éléments qui se font. Un quartier sur Lyon, qui est un quartier d'habitat social des années 70, un travail a été fait avec les habitants et les habitantes, en lien avec les artistes et les créateurs. 3 éléments de patrimoine sont ressortis, qui ne sont pas des éléments dans les cadres habituels. Un arbre classé au milieu du quartier, un quartier en renouvellement urbain, un arbre où l'ensemble des habitants s'est mobilisé pour le sauver, parce que c'était un arbre porteur d'histoire, de pratiques, qui était symbolique pour le territoire qui était en changement. 2, un pont, qui était un pont qui défigurait le territoire parce que c'était une porte autoroutière qui traversait et qui cassait le quartier. Ce pont a été démoli, mais malgré tout, au moment où il était démoli, il y a eu la volonté de garder des traces. Et donc, par exemple, le service archéologique de la ville de Lyon a gardé les traces, comme on fait dans une grotte, dans une caverne, a fait les moulages d'une partie de ce pont en béton pour qu'il y ait des éléments de conservation. Et puis 3, tout ce qui relevait de la mémoire orale des personnes qui étaient porteuses de l'histoire du milieu ouvrier, qui étaient porteuses de l'histoire de l'immigration, et dont on savait que le renouvellement urbain allait faire qu'une partie allait partir et que des bribes de cette histoire disparaîtraient. Donc, à partir juste d'un quartier, les éléments de patrimoine, c'est un arbre, la trace d'un pont, alors que plus personne n'en voulait, et la mémoire ouvrière et l'immigration du territoire. Et tout ça, ce n'est pas forcément dans nos politiques aujourd'hui de conservation. Donc ça pose des questions de ce type.
Je peux presque m'arrêter là, mais en tout cas, l'enjeu pour la collectivité, c'est comment on va partout. On a des oreilles, des yeux dans l'ensemble des espaces, même ceux qui pourraient nous sembler les plus éloignés. Comment interconnecter et croiser des réseaux de travail qui sont, dans certains cas, nos héritages, nos institutions culturelles, nos espaces de formation, nos écoles, nos conservatoires, nos archives. Comment les connecter avec le réseau d'éducation populaire, les réseaux associatifs, les groupes de personnes. Voilà, donc observer, connecter et se transformer, c'est-à-dire prendre en compte tout ce qui se dit pour bouger, parce qu'à un moment, il y a effectivement des manières de se transformer. Et voilà. Et pour la collectivité, comment faire pour faire bouger tout ça et quelle est la capacité pour la collectivité à trouver des modèles économiques soutenus financièrement pour l'ensemble de ça, et comment on crée des armées, une armée presque, c'est le mot que je souhaite utiliser, de médiateurs, d'animateurs qui vont aller partout et qui vont créer les points de contact, entendre, interpeller et être les passeurs de l'ensemble des réseaux et des systèmes qui existent sur le territoire. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup, Marc. J'inviterai peut-être Sarah Vieux du comité culture du CGLU, que je profite pour saluer. Sarah, si tu te sens de nous faire juste un petit récap de où nous en sommes avec le temps pour faciliter la gestion de la suite des débats entre les intervenants et avec les participants. Comme ça, on pourra bien rentrer dans le cadre. Mais alors là, il nous reste théoriquement 20 minutes. D'accord. Donc, je pense qu'on peut peut-être réduire un petit peu le temps des prochains échanges et ensuite pour ouvrir les questions aux participants. D'accord, merci. Donc, effectivement, je proposerais peut-être, si cela vous convient, 5 minutes d'échange très rapide entre les intervenants eux-mêmes sur ce que les interventions des uns et des autres ont fait remonter. Vous voyez qu'on retrouve bien certains mots-clés sur lesquels on était revenu en introduction, pour ensuite passer la parole aux collègues qui sont connectés avec nous et continuer à travailler ensemble. Sarah, du coup, peut-être comme je ne vois pas comment je peux lancer les diapos d'ici, en réalité, si tu peux, du coup, accès aux slides, accéder au PowerPoint que j'avais préparé, comme ça, ça permettra éventuellement d'illustrer les débats pendant qu'ils sont en cours. Merci. Donc, qui d'entre vous, Janvier, Adama, Toussaint, Carlos et Marc, par rapport aux autres, souhaite rebondir sur ce qui a été dit? Donc malheureusement, moi je suis trop loin de l'écran pour voir qui lève la main, donc je laisse Sarah éventuellement passer les micros. Et encore merci Sarah pour le support. Donc on peut passer directement peut-être à la deuxième slide qui rappelle l'interdépendance bien évidemment de tous ces 5 mots-clés de la charte. Carlo? Oui, si vous voulez. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est tous assez d'accord avec les principes, les choses plus importantes de la charte, mais aussi de nos raisonnements sur la culture, soit quand on parle du patrimoine, soit quand on parle de création et de promotion culturelle. La chose que, là c'est plutôt une question que je pose à Marc. La chose qu'en Italie, on remarque plus souvent, c'est cette difficulté de connexion. Toi, tu disais que c'est un des problèmes, de comprendre comment connaître tous les éléments du patrimoine, de la mémoire, de la création et des réseaux d'organisation, même d'entreprises culturelles, pas seulement
des organisations non-profit sociales ou culturelles qui je connais très bien, même en France, il y en a beaucoup et sont très, très fortes. Et alors là, avec chaque ville, on essaye de trouver des outils pour connaître tous ces éléments qui sont le monde de la culture. Pour la transformation, comme toi tu disais, pour comprendre comment transformer en bien les territoires, les communautés, la société. C'est pas du tout facile. Moi, je me rappelle quelque chose de votre travail sur Lyon parce que on a étudié un peu la charte de Lyon. Ça s'appelle comment? Comme ça, oui. Charte de coopération. De coopération, voilà. Mais c'est très difficile de dialoguer avec les villes parce qu'on a l'impression qu'ils ont peur de perdre un peu le pouvoir de décider. Et là, je voulais savoir si ça c'est un problème seulement européen ou pas. Voilà. Et je demande à Marc si ce problème a vu une résolution avec cette charte de coopération ou s'il y a aussi encore de problématiques sur ça. Merci. Vous m'entendez? Oui, enfin, pour moi, il y a une vraie question à la fois d'organisation, de volonté politique et de volonté aussi des acteurs culturels, institutionnels, on va dire, hein, de laisser un peu de pouvoir par rapport à un ensemble de choses. Sur Lyon, le dispositif de travail qui a conduit à la charte de coopération culturelle, il est à plusieurs niveaux. Hein. C'est une architecture de projet qui est quand même assez complexe. C'est l'idée de mettre en place sur chacun des quartiers prioritaires, c'est-à-dire souvent des quartiers d'habitat social ou des quartiers anciens de centre-ville, d'avoir des espaces de travail qu'on appelle commission culture, où il y a une vingtaine, une trentaine de membres qui regroupent à la fois des associations, des leaders d'opinion du territoire, des représentants de ce qu'on appelle les maisons des jeunes et de la culture, des centres sociaux, de l'école, mais aussi des équipes culturelles qui peuvent travailler sur le territoire, des gens qui travaillent sur l'urbanisme, etc., etc. D'avoir ça sur des quartiers qui peuvent avoir entre 5 000 et 15 000 habitants, et qui va être un espace dans lequel chacun, enfin collectivement, des orientations de travail, des volontés de travailler, des enjeux liés au territoire vont être décidés collectivement sur les 5, 6, 7 années qui viennent. C'est-à-dire que certains quartiers vont dire, pour nous, les enjeux, c'est la question de la prise en compte de la diversité, l'utilisation des espaces publics et de l'insertion des jeunes. Voilà. À partir de là, l'idée, c'est de mobiliser, donc il y a 15 quartiers et 15 projets, orientations différentes. L'idée, c'est d'amener des acteurs de la culture, que ce soit des institutions culturelles, les musées, les théâtres, les archives, mais le festival de musique électronique ou de musique contemporaine, etc., etc. On leur soumet ces attentes des territoires et des personnes et des acteurs du territoire. Et l'idée, c'est que les acteurs culturels fassent des propositions, se connectent avec chacun des territoires et les acteurs du territoire et essayent de construire, de co-construire ensemble des réponses, des solutions en matière culturelle qui connectent ce qui existe dans le territoire et qui connectent des savoir-faire et des compétences issues de nos institutions. Et ça, c'est une attente qu'on a vis-à-vis des institutions qui sont au service public de la culture, puisqu'elles sont financées par des financements publics. Si on est sur un niveau de structure non soutenu par la puissance publique, l'idée, c'est bien de les subventionner, d'aider ces équipes à produire des éléments.
Ça, c'est le niveau territorial. Après, à l'échelle de l'ensemble de la ville, il y a aussi des espaces de travail qui permettent de réfléchir ensemble sur les questions d'articulation entre culture et environnement, entre culture et égalité femmes-hommes, entre culture et prise en compte de la diversité, entre culture et insertion socio-économique. Voilà, donc il y a des espaces à l'échelle de la ville où des gens très différents apprennent à se rencontrer, apprennent à se connaître, apprennent à partager des diagnostics de situation et apprennent à se dire dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses. Donc, il y a une architecture de travail qui demande à ce qu'il y ait une vraie envie politique, puisque les milieux culturels relèvent de soutien de l'ensemble des niveaux de collectivité. Enfin, en France, c'est très compliqué, mais tous les niveaux de collectivité ont compétence à intervenir et l'État a compétence à intervenir aussi. Donc, il faut bien déjà qu'ils se mettent d'accord sur le principe. Et il faut aussi qu'on ait les espaces de travail pour donner des orientations communes et partager des orientations. Après, effectivement, on se pose vis-à-vis des acteurs culturels tout un tas de questions. Quelle est la part de mon budget que je mets sur la médiation? Quelle est la part de mon budget que je mets sur la production de projets qui viennent de la volonté des territoires et des acteurs des territoires, jusqu'à quel point ça a un impact sur ma création, jusqu'à quel point je laisse des acteurs extérieurs à mon organisme me donner des contraintes sur ce que je suis en train de faire. Donc il y a vraiment tout un tas de questions. C'est difficile d'avoir une réponse générale sur la manière dont les choses avancent, parce qu'entre un festival, un service des archives, un musée ou un théâtre, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes et il y a des avancées qui sont différentes, qui peuvent être liées aussi à des directions et à des personnes. Merci Marc. Du coup, j'en profite parce que je vois les temps qui passent, mais Sarah, je demande ton autorisation ainsi que l'autorisation de l'équipe technique ici. Comme on a commencé avec du retard, je pense que si on dépasse de 10 minutes, ça ne devrait pas trop poser de problème, mais je demande votre autorisation. Et parallèlement, j'invite tous les participants à commencer à partager donc, via l'outil de chat vos questions pour que Sarah puisse les relayer. Si tu pouvais aussi, Sarah, partager une slide que j'avais préparée avec un exemple du Burkina Faso sur les indicateurs pour la culture et le développement. Donc voilà, c'est plus loin. C'est parfait, merci. Donc ça reprend, c'est celle d'avant, juste celle d'avant. Merci beaucoup. C'est celle où il y avait toutes les couleurs en fait. Voilà, c'est parfait. Donc, ceci vient de traduire et illustrer ce que Marc et que je rappelais également en introduction, au regard du rôle de la culture dans l'atteinte d'autres objectifs de politique publique et le fait qu'effectivement, des moyens d'agir par rapport à la question posée par Carlo et aux écueils qu'on peut rencontrer au moment de la mise en œuvre de ces volontés de faire ensemble de coopération peuvent se retrouver en travaillant en transversal. Donc, il y a souvent un travail au silo au niveau des administrations qui génère aussi une déperdition des ressources et des compétences. Donc, ces espaces de mise en commun de l'intelligence, donc la création d'une intelligence collective pour faire de la culture un véritable moteur, passe forcément par l'implication d'une diversité d'acteurs, comme le disait Marc, sur les territoires eux-mêmes, mais également au sein du collectivité et entre niveaux d'autorité publique qui agissent sur un territoire. L'autre question que tu posais, Carl, que j'ai aussi envie de partager avec nos amis à Ouagadougou et à Ouidia au Bénin, c'est la question effectivement de la continuité. Donc, tu soulevais très justement la question de l'enjeu de la rupture de la volonté politique comme une condition essentielle pour faire advenir cette coopération. Marc le rappelait aussi. Et comment effectivement certains engagements qui sont pris à un instant T et qui sont positifs, favorisant cette coopération, ne risquent pas d'être interrompus à un moment donné lors des changements politiques ou autres. Moi, je crois profondément pour pour la pratique que j'ai des processus participatifs, que comme dans le cas de la Charte de coopération culturelle de Lyon, plus un processus est partagé et approprié par l'ensemble des parties prenantes, plus on aura du mal à
à les détrôner quelque part, à le substituer ou en arrêter la fonction, même si on pourra tâcher éventuellement d'en amoindrir l'impact. Donc, c'est aussi une question que je voulais éventuellement relayer auprès de Adama et Toussaint pour Ouagadougou et de Janvier pour le Centre culturel de rencontre internationale d'Am Smith. Si vous souhaitez éventuellement contribuer sur cette dimension d'appropriation du développement culturel par l'ensemble des parties prenantes de ces développements. Si vous permettez, je peux? Oui, c'est Janvier? Oui, c'est Janvier. Janvier. Oui, nous, on a bien été conscients de ce paramètre-là. C'est pour ça qu'on a dans les statuts, par exemple, de l'association John Smith de Ouida, il a été dit que la présidence revient de droit à la mairie de Ouida. C'est-à-dire que le maire de Ouida, quel que soit le maire de Ouida qui arrive, il est le président du CCRI. Du coup, on a connu un changement au niveau de la commune de Ouida. On avait démarré le projet avec Madame Célestine Diallo et elle est partie en juin dernier. Et juste à l'arrivée de Christian Wichenou, quand on lui a présenté le projet et il s'est rendu compte qu'il est devenu le président statutairement, voilà, il s'en est approprié, ça l'a vraiment intéressé. Et du coup, la suite a été tout à fait parfaite et sans problème. Nous avions aussi associé l'État qui fait partie du CA, qui fait partie des membres fondateurs. Et l'État est tout le temps présent à nos conseils d'administration et qui prend aussi participe à la prise de décision et qui nous avec, et bien évidemment, ensemble, on essaye d'insérer la politique culturelle de l'État dans les activités du centre, de même que la politique culturelle de la ville. Tout ceci permet à l'État et aux collectivités locales et à la mairie de Ouida de s'intéresser, de se sentir vraiment dans la chose, de se l'approprier. Voilà un peu comment nous, on a essayé de fonctionner pour le CCRI John Smith. Oui, donc merci. Donc on voit encore une fois comment, quelque part, l'architecture de la gouvernance qu'on met en place dans les cas d'un outil peut en faciliter ou pas sa durabilité. Donc c'est effectivement quelque chose qui se confirme aussi dans l'étude des budgets participatifs partout dans le monde, avec les cas de réussite ou les cas de non-réussite. Donc effectivement, je confirme que c'est plutôt la bonne approche que nous, on a constaté sur le terrain. Je ne sais pas si Adama Zerbo et Toussaint Zongo souhaitent aussi prendre la parole par rapport à cela et à des expériences au niveau de Ouagadougou. Et s'ils sont encore là par ailleurs, parce que je ne vois pas malheureusement, désolé, tous les participants, même si j'ai vu des noms apparaître à l'écran. Voilà, sinon, diversement, j'en profite entre-temps, et avant de passer, je pense, la parole aux questions, pour revenir sur un autre élément que Marc a évoqué, que nous avons discuté dans les échanges préalables à cette table ronde, parce que nous la souhaitions vraiment orientée action oriented, comme on disait, l'objectif étant pour nous celui de opérationner la charte de Rome, dont on partage, je pense, tous les valeurs. Il s'agira ensuite de la mettre en pratique à Rome, sans doute à titre exemplaire et d'exemple, mais ailleurs dans le monde, dans cet esprit de culture au cœur de la coopération internationale dont parlait Adama Zerbo en tout début. C'est la question de la non-opposition des acteurs et de la non-création de hiérarchie. Effectivement, avec Culture et Développement, dans les cadres des actions communes en coopération au développement, mais également en France et à l'international, dans la mise en lien entre acteurs de la société civile et les autorités publiques, parce qu'on joue vraiment ce rôle de maillon, de lien. C'est le fait de rechercher des solutions uniques et d'arriver parfois sur un territoire en disant il y a une culture qui est celle des cultures, des quartiers, où il y a la culture haute, celle des créateurs, comme si on avait l'une ou l'autre qui doivent prendre le dessus en fonction de la couleur politique qui à un moment prend la main sur la politique culturelle d'une ville ou sur la vision culturelle d'un territoire, parce qu'encore une fois, on dépasse largement les cadres d'une politique culturelle. Carlo parlait d'espace urbain, d'aménagement urbain. Là, nous sommes carrément dans la planification urbaine, mais qui a une dimension culturelle dans la manière dans laquelle elle est construite,
comme les exemples que Marc évoquait sur les questions de patrimoine. Donc la question de la non-opposition, qui est inscrite aussi dans la Convention de 2005, est pour nous une condition de réussite de cette approche de créer et protéger une diversité d'expression culturelle sur le territoire d'une ville pour qu'elle soit la création d'aujourd'hui et le patrimoine de demain. Les artistes, les créateurs institutionnels indépendants doivent coexister, co-travailler, co-créer avec les habitants et ils doivent, pour chacun de ces deux publics, avoir parfois des espaces de création et d'expression qui leur sont propres et parfois, comme le fait très bien le cas de la charte de coopération culturelle dessinée par la ville de Lyon, inciter à collaborer ensemble parce que cette collaboration, qui n'est pas là parfois par question de réseau, de temps, peut engendrer de l'innovation et cette ouverture d'esprit qui est tant nécessaire à nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est un élément important sur lequel, à mon avis, on doit aussi travailler pour fédérer, faire coopérer et non pas orienter dans le sens de dicter forcément la direction, laisser, comme le disait Carl aussi, cette approche mutualiste coopérative nette se faire. La contrepartie de ça, je le rappelais en introduction, c'est le temps. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. Mais parfois, prendre ce temps nous permet d'en gagner par la suite. C'est un investissement. C'est un investissement qu'on prend sur l'avenir de nos territoires et de nos villes. Donc, je ne sais pas si toi, tu les vois, Sarah, pardon, Adama et tout ça, avant de passer la parole, entre guillemets, à la salle virtuelle, pour leur donner une dernière parole avant les questions-réponses. Est-ce que du coup, Marc, tu veux peut-être rebondir entre-temps sur ce que on vient d'échanger maintenant? Sur la question de la gouvernance Oui, tout à fait, oui. Bah, ce que j'aimerais redire peut-être, c'est effectivement la complexité et la force de frappe qu'il faut pour une collectivité en lien avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire faire le choix effectivement d'organiser la prise de parole des personnes, des communautés, des réseaux d'acteurs professionnels, non professionnels, dans des domaines très différents qui vont être ceux de la culture, de l'art, de la création, du patrimoine, de l'éducation, de l'urbain. Enfin, il y a quelque chose qui demande des ententes en interne à l'administration publique locale et territoriale, dans une relation avec les autres niveaux de collectivité et d'État qui est compliquée, qui demande une vraie volonté politique et une organisation technique effective. Et tout à l'heure, quand je disais l'application, la mise en œuvre de ça demande du temps de personnes, femmes et hommes, qui vont aller sur le terrain, aller à la rencontre, organiser ces espaces de réflexion, entendre, faire remonter, organiser, rendre lisible, entendable les retours par des personnes qui vont avoir des profils et des professions relativement différentes. Et ça, dans les collectivités, il n'y a pas forcément des profils de ce type-là dans un nombre suffisant. La question se pose de la même manière sur les grands établissements culturels, où effectivement, il faut qu'il y ait du temps dans les organigrammes des personnes qui soient sur de la médiation, avec véritablement du temps dégagé, une liberté d'aller à la rencontre, de sortir de l'équipement pour aller rencontrer les gens. Après, il y a des questions de coopération, enfin, et d'envie de véritablement entendre l'autre. Hein. Dans les premières années de démarrage de la charte de coopération culturelle, je me souviens avoir animé des réunions souvent tardives avec des associations sur les quartiers et des médiateurs ou des animateurs et parfois des artistes ou des professionnels. Et il y a eu des clashs, ultra violents. Des gens qui ont quitté ces espaces de travail, il y a eu des débats sur le statut des uns, toi tu es payé pour venir, moi je ne suis pas payé, je prends ça sur mon temps, et puis tu n'habites pas où j'habite, et tu ne comprends pas qui je suis, ce que je fais, etc., etc. Donc il y a une phase obligatoire, enfin je ne vois pas comment on peut passer à travers ça, parce que les gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui ont des idées stéréotypées et aussi des différents réseaux, des différents acteurs, il faut passer le cap. Et donc, il faut s'entendre, s'écouter, se comprendre, avoir l'envie de coopérer. Et souvent, ce qui permet de franchir le cap, ce sont des petites actions, des choses
parfois très simples, dans lesquels chacun met du sien, amène du savoir-faire, de la compétence, de l'envie, et après avoir réalisé des petites choses, souvent on arrive à des systèmes de coopération qui vont monter en puissance, mais parce qu'il y a au départ des choses assez petites. Mais en tout cas, il y a du clash. Après, depuis 2015, on va dire en France, après les attentats en particulier, pour les médiateurs culturels, il y a eu un certain nombre de situations auxquelles ils ont été confrontés, qui étaient, je sais pas moi, des enfants qui, dans le cadre de visites, se retournaient devant des nus, des parents qui interdisaient à des enfants de jouer dans telle ou telle pièce de théâtre. Enfin, il y a des situations qui étaient... les médiateurs culturels avaient besoin de mieux comprendre et ils ont dû faire des alliances avec des acteurs du social, de l'éducation, des éducateurs de prévention pour essayer de comprendre un petit peu l'ensemble des choses. Et tout ça, ça a amené aussi à des discussions, à des contacts avec les familles, à des discussions, parce que derrière des comportements de ce type-là, il peut y avoir des comportements d'adolescents ou d'adolescentes qui vont aller un petit peu dans la provocation. Il peut y avoir aussi des questions de loyauté vis-à-vis de différentes cultures, celle de la famille, celle de la communauté, celle qu'on voudrait faire passer à l'école ou dans l'institution culturelle. Et tout ça, à un moment, ça se résout par la discussion, la rencontre. Et là, pour faire ça aussi, aller au bout, il faut du temps. Voilà, donc tout ça, et c'est là où ça fait bouger aussi petit à petit nos institutions, mais souvent ça fait bouger nos institutions d'abord auprès de nos médiateurs, et après il faut que ça remonte dans la hiérarchie de l'institution culturelle pour qu'effectivement on ait des directions, des directeurs, des directrices qui prennent véritablement conscience de ça. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas forcément suffisamment les uns les autres, alors qu'on a des milliers de petites expériences qui nous disent tellement de choses sur la manière dont nos territoires évoluent, sur ce qui se passe. Il faudrait pouvoir développer chacun et chacune nos capacités d'écoute et avoir la vraie volonté de retransformer les choses. Carlo disait aussi tout à l'heure, parlait pour les milieux culturels il y a des vraies questions aussi dans les milieux culturels de burn-out, de difficultés à travailler, de sexisme, de non-égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, il y a tout un tas de choses dures aussi dans ces milieux-là. Eh ben, il faut peut-être aussi que les milieux culturels s'ouvrent et aient envie de discuter de vraies choses qui touchent l'humain, qui touchent les hommes et les femmes, qui touchent le territoire. Et voilà. Il y a aussi une question de sincérité des uns et des autres à vouloir travailler ensemble. Ouais. Mais tout ça, derrière tout ça, il y a des questions de pouvoir. À tous les niveaux, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance des pratiques. C'est quand même bien la machine politique, publique, qui va faire le choix de qui on soutient ou pas. Dans la question du patrimoine, il y a bien aussi un moment des questions de pouvoir sur qui va faire le tri entre ce qu'on conserve ou ce qu'on ne conserve pas. Voilà. Et je rebondis juste sur ce que je disais tout à l'heure. Pendant qu'on réfléchit à ces questions de pouvoir, on a des réseaux sociaux qui absorbent toutes nos datas sans faire le tri, mais ils ont tout. Et eux auront dans quelques temps la capacité à nous dire qui on est, alors que nous, on aura perdu une partie des éléments. Ouais, sans que forcément les réseaux sociaux prennent le temps d'introduire le sujet, en même temps que, effectivement, et comme je le disais tout à l'heure, un bon processus participatif commence par une capacité de l'acteur qui joue la médiation, qu'il soit la collectivité ou un acteur de la société civile ou un citoyen ou une citoyenne qui initie ce débat, de faciliter tout d'abord la connaissance. Parce que quand on sait le rôle et la place de chacun, quand on comprend les différences dont tu parlais tout à l'heure, des démarches bénévoles qui coopèrent ou sont confrontées à des démarches professionnelles, chacune d'entre elles a le mérite de la complémentarité et, disons, la raison même de son existence. La question, c'est de faire comprendre aux uns aux autres la complémentarité pour favoriser la coopération. Et là, du coup, je reviens aussi sur un commentaire que j'ai vu défiler de Patrice Meyerbeach. Tout à fait, déjà, Culture et Développement a accompagné l'élaboration de la ville de Ouagadougou, de sa politique culturelle depuis plusieurs années déjà. Donc la ville de Ouagadougou, aussi bien que le ministère, ont une politique culturelle, mais dans les pays en développement en particulier, avant même que ceci arrive aujourd'hui en Europe, cette approche transversale de la culture et sa contribution à d'autres politiques publiques a été un véritable levier
pour faire comprendre le rôle de la culture. Grâce à ce travail qui a été fait sur les indicateurs de la culture en collaboration avec l'UNESCO, par exemple, au niveau étatique, mais aujourd'hui c'est décliné par un projet pilote aussi au niveau des collectivités locales, ils sont arrivés à prouver la contribution de la culture au PIB du pays en montrant que c'était, comme souvent en Europe, une contribution bien plus importante que d'autres secteurs plus traditionnels où vont les investissements plus importants. Donc, c'est aussi une façon de rappeler, comme vient de le dire Marc, que effectivement chacun, au niveau de sa propre direction, de son propre projet de politique, n'a peut-être pas les moyens de cette concertation, mais que si chaque acteur d'une politique de la culture ou chaque acteur du territoire travaille en coopération avec les autres, peut-être il y a moyen de mutualiser. Je reviens sur la question mutualiste et de mutualisation dont parlait aussi Carlo. Et là, on peut peut-être trouver l'espace pour faire de la recherche et développement. En fait, ce que Marc vient de décrire, pour moi, c'est de la recherche et développement sur les territoires de demain que nous souhaitons construire. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais du coup, j'ai presque envie de dire que l'occasion de cette charte de Rome, ayant vu que en fait, le développement de bonnes pratiques génère aussi des tendances internationales qui ensuite deviennent plus faciles à absorber, même sur les territoires qui sont a priori réticents. Parce que, comme pour les budgets participatifs, encore une fois, l'histoire preuve dans certains critères de mise en œuvre, etc., que c'est un succès et que ça marche. La charte de Rome pourrait être, par exemple, au plan international, un outil pour identifier ces espaces de coopération, ces méthodologies de travail, donc presque un espace de recherche-action partagée, mutualisée entre des villes qui voudraient le développer pour structurer cette démarche de, je dirais presque de remontée d'informations des territoires, des quartiers, des individus, pour voir ensuite comment la machine institutionnelle de la ville qui, elle, a la responsabilité d'organiser les territoires, de faciliter la rencontre entre les différentes parties prenantes, peut l'absorber de manière intelligente et le traduire en politique, en dispositif et en outils financiers ou techniques, y compris en savoir-faire. Parce que comme on le disait, un processus participatif, ça s'organise. Pour l'organiser, il faut des compétences. Et il faut des compétences pour intégrer des personnes qui appartiennent, par exemple, à des cultures étrangères, qui ont parfois une approche de la participation même complètement différente de celle des pays d'accueil. Adama Azerbo parlait au début aujourd'hui de l'enjeu des réfugiés, y compris dans un espace ville comme celui de Ouagadougou. Donc, comment on crée en même temps l'espace pour ces cultures et comment on favorise la compréhension par ces cultures autres de la culture ville, parce qu'il y a une culture ville et qu'elle évolue, mais elle est aussi là, c'est un objet vivant. Donc, comment on fait en sorte que tout le monde puisse y contribuer? Donc, ceci peut être déjà une première recommandation de notre panel, peut-être pour des mises en œuvre concrètes de la charte. D'autres, peut-être, interventions vont de nous quitter, parce que je sais qu'on a quasiment atteint les... Je voulais te proposer peut-être de demander à M. Meyerbeach s'il souhaitait intervenir, parce que ses commentaires étaient très pertinents. Peut-être s'il veut développer quelque chose. Je veux bien dire un tout petit mot, vous remercier. Je pense qu'en effet, il y a une question fondamentale qui est que la transversalité de la culture n'est pas seulement horizontale, c'est-à-dire que ça touche à tout, mais la culture est le lieu où se conçoivent chaque politique. On a besoin d'une nouvelle culture démocratique comme on a besoin d'une nouvelle culture économique, sans quoi on ne pourra pas répondre aux grands défis, comme on a besoin d'une nouvelle culture écologique. Donc, il ne suffit pas de dire que le secteur culturel est transversal pour en justifier l'importance. Il ne suffit pas de dire qu'il est encore quatrième pilier du développement. Je pense qu'on peut passer maintenant à l'étape suivante et dire que c'est le premier pilier du développement parce que c'est là où on choisit les valeurs du développement. C'est là où on évalue quelles sont les ressources principales, d'abord les ressources humaines, quelles sont les ressources non humaines qu'il faut mettre ensemble. Et ça, c'est bien un travail culturel. Quelles sont les ressources à développer? Et de même que les droits culturels définissent plus dans le domaine culturel les méthodes de travail pour faire le lien entre les premières ressources culturelles que sont les ressources humaines et les deuxièmes ressources culturelles que sont les autres ressources, les ressources non humaines, eh bien, il faut regarder les dimensions culturelles du droit à l'alimentation, du droit au travail, du droit à la famille
etc., qui chacune ne sont pas des éléments secondaires, et ce sont des éléments qui permettent de définir l'alimentation, de définir la santé, de définir librement la famille, de définir l'espace public dont il a été question et de définir la communauté politique. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, Virginie Ardich. Et ça boucle bien la boucle, parce que si Sarah, tu peux revenir sur la slide qui reprend les 5 mots-clés de la charte. Effectivement, en introduction, j'ai rappelé l'importance qu'elle donne et que nous tous en partage à la question du développement humain, et pour moi aussi du développement d'un esprit critique qui doit perdurer, parce que effectivement, cette question de valeurs qui se construisent, elles sont aussi des valeurs induites par le système dans lequel un individu naît, grandit, se développe. Et du coup, la dimension de la découverte qu'on offre à des individus dès la plus petite enfance est clé pour développer ses compétences culturelles, je dirais, ou capacités, pour utiliser le mot d'Amartya Sen, de penser le monde et du coup d'influencer sur une culture économique, sur une culture écologique qui s'inscrivent dans les principes de durabilité, de paix et de vivre ensemble. Toutefois, là aussi, donc c'est comme un chien qui se mord la queue, là aussi, ça dépend d'une volonté. En fait, il y a quelqu'un qui décide à un moment qu'est-ce qu'on apprend à l'école, les programmes scolaires, les exemples qu'on met en avant. On a eu récemment ce grand débat, même en France, sur la valeur historique de certaines statues qui représentaient une partie de l'histoire non consensuelle de la France. Donc, le débat reste ouvert sur effectivement... est-ce qu'il faut être dans les dénis? Est-ce qu'il faut assumer? Est-ce qu'on peut construire une histoire du coup collective de Némésis qui dépasse ces clivages que ces statues représentent pour penser l'avenir? Est-ce qu'elles peuvent être un point de départ au lieu qu'un point de destruction et de confrontation entre des cultures qui se sont parfois, encore une fois, imposées les uns sur les autres, qui représentent pour certains des souvenirs douloureux et pour d'autres une partie de leur histoire nationale? Donc voilà, je voulais revenir à cette idée de boucle, parce qu'elle n'est jamais finie. Ça me rappelle aussi le symbole de l'infini. Chaque dimension est liée à l'autre. Et par où on commence? Donc, et je vous rejoins, Patrice, sur cette dimension des capacités qui pour moi est essentielle, mais du coup, sur la responsabilité de ceux qui créent les conditions pour mettre en place ces capacités. Aujourd'hui, je le rappelle, dans les secteurs par exemple de l'éducation, du développement, je le vois dans les quartiers, donc sans aller parler des pays en développement, mais la question de la fracture numérique, donc de passer qu'aujourd'hui, on peut développer des compétences par le tout numérique. Suite au Covid, c'est pour moi aussi un angle mort. C'est-à-dire que du coup, on oublie toute une partie de population qui n'a pas accès à ces outils et on augmente certaines fractures. Autant on en dépasse d'autres, il ne faut pas le nier, c'est un potentiel énorme qui a capté, mais il ne faut pas non plus occulter complètement l'autre côté de la médaille ou de la lune. Donc, comment on prend ce temps? Pour moi, l'enjeu est entièrement lié au temps. Comment on prend le temps qui n'est pas celui des réseaux sociaux, qui n'est pas celui des médias, qui n'est pas celui des agendas politiques, mais comment, dans le cadre de cette charte, par exemple, on repose la question du besoin j'utilise une expression qu'utilisait mon premier mentor et directeur avec lequel j'ai travaillé, Maurizio Scaparo, reculer pour mieux sauter. Donc, comment on prend un pas en arrière parfois pour repenser nos systèmes ensemble, dans l'esprit de la charte que Marc a rappelé, pour penser l'avenir et l'avenir en commun. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres ont envie, plutôt que moi-même, de poser le mot de fin parmi les intervenants ou les participants. Sarah, même, tu es invitée à le faire. Je pense que là, malheureusement, on a atteint la limite. Oui, ben, on va pas tarder, en effet. Je ne sais pas, à Rome, peut-être qu'ils sont déjà derrière la porte. Non, ils sont tous là, encore gentiment, à nous attendre. Non, je voulais vous remercier tous pour cette session qui a été très, très intéressante. En petit comité, on a été jusqu'à une vingtaine, mais extrêmement intéressant. Les expériences des uns et des autres viennent nourrir la réflexion sur la charte. Et puis, on se rend compte aussi que la charte, bien évidemment, a été nourrie de vos réflexions et du processus qui a mené à son élaboration et à sa présentation durant cette conférence. Mais voilà, c'est un processus finalement mutuel.
On se nourrit de la charte et la charte nourrit. Et j'ai vu le mot temporalité toujours apparaître par les commentaires de Patrice Meyer-Bisch. Je pense que c'est le mot-clé. On a des différentes temporalités, on a des enjeux de temporalité. Comment on crée le temps du faire ensemble? Pour moi, c'est ça l'enjeu de l'avenir, dans la diversité des temporalités. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à revenir aussi vers les collègues de la ville de Rome et de CGLU pour envoyer des contributions a posteriori après ce panel si vous avez des envies de vous connecter à la charte, d'autres contributions. Je pense qu'ils seront plus que ravis d'avoir vos idées et suggestions pour Tout bien à la fait. mettre en œuvre, national enfin local d'abord et international aussi. Tout à fait. Et je vous invite également à suivre le reste des sessions qui se dérouleront à partir de 9h30 demain matin toute la journée et mercredi matin la session de clôture. Demain, des sessions extrêmement intéressantes également, notamment avec encore des expériences de ville qui viendront nous raconter leur expérience locale, leur vision locale et nous nourrir de leur savoir. Donc, je vous invite à participer. Et merci à tous pour être restés avec nous, je pense, parce que je vois des endurants du débat. Oui, et pardon, désolé, nos excuses pour les petits problèmes techniques que nous avons eu au début de la session. En fait, cette conférence, je pense que c'est un bon pilote pour beaucoup d'entre nous. Donc, les enjeux techniques seront une bonne capitalisation à partager avec nombre d'entre nous qui se lanceront sur des démarches similaires, je pense. Donc, merci la ville de Rome et CGLU pour avoir fait ce premier test. C'est super. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Merci. Allez, merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.